...70, le deuxième était le... Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Il s'agit incontestablement d'un moment fondateur du personnage Emmanuel Macron tel qu'il va être campé dans l'opinion publique. Emmanuel Macron, à l'époque, a fondé un mouvement politique, le mouvement En Marche, moins de 6 mois avant cette séquence. Et là où ce moment est tout à fait intéressant et presque fondateur, c'est que ce moment va permettre à Emmanuel Macron d'incarner par la fougue qu'il met dans ces quelques secondes, d'incarner quelque chose d'extrêmement important. Emmanuel Macron qui est comme missionné, qui est comme, porté par quelque chose qui presque le dépasse. Emmanuel Macron, c'est un personnage qui veut nous expliquer qu'il a une mission historique. Il s'agit de sauver la France. Et pour sauver la France, il faut un sauveur. Et la scénographie est extrêmement intéressante de ce moment, puisque au moment où Emmanuel Macron prononce ces phrases, on a l'impression d'un candidat qui est véritablement complètement investi, qui est enflammé par cette mission sacrée. Et ce qui est de très intéressant, c'est qu'après ces quelques secondes que beaucoup d'observateurs avaient presque analysé comme un pétage de plomb d'Emmanuel Macron, eh bien, il se reprend. Et là, il termine par des mots qui sont les mots les plus importants pour un candidat. Vive la République, vive la France, comme pour remettre de l'ordre dans ces quelques moments, dans ces quelques secondes, qui sont des secondes d'un candidat qui se montre passionnément investi dans sa tâche qui est de sauver la France. Il faut arrêter de penser que dans notre jeunesse, parce qu'elle est d'une certaine couleur ou parce qu'elle à un moment fait des bêtises, il n'y a rien à tirer. Moi, mon rôle, c'est de chercher dans chaque jeune de la République ce qu'il a de bon à offrir. Cette séquence, elle a été assumée par le président de la République parce qu'Emmanuel Macron souhaite, depuis le début de sa trajectoire politique, souhaite montrer qu'il va au contact. C'est une des expressions clés qu'Emmanuel Macron et son entourage aiment et a beaucoup aimé utiliser, peut-être un peu moins aujourd'hui. En tout cas, un Emmanuel Macron qui n'hésite pas à tomber la veste. Il y a de très nombreuses images d'Emmanuel Macron qui, lorsqu'il est au milieu des Français, grand débat national, en dépassement, il enlève la veste comme s'il s'agissait pour lui, en enlevant la veste, de tomber le costume de président de la République. Il va prendre dans les bras un certain nombre de personnes, ces jeunes en particulier, et il va produire à ce moment-là une communication, une photo extrêmement disruptive, c'est-à-dire donnant le sentiment que le président de la République est littéralement sorti du costume de président de la République. On connaît la théorie des 2 corps du roi, et là, à ce moment-là, Emmanuel Macron nous donne le sentiment que son affect personnel domine pratiquement son costume de président de la République. Cette image va être assumée par le chef de l'État en disant, je suis comme cela. Je suis une personne qui aime aller au contact des autres, qui veut faire passer le message aux Français que contrairement à mon image ou à l'image que les médias renvoient de moi, je ne suis pas ce président distant hors sol. Je vais là où il y a des problèmes et j'essaye de montrer à ceux qui sont dans les difficultés, dans les problèmes, que je suis à leur côté. Il ne faut pas oublier que dans les secondes qui précèdent cette photo, Emmanuel Macron s'est adressé à ces jeunes, dont certains avaient eu maille à partir avec la justice, en leur faisant presque la leçon en disant « Allez, il faut arrêter maintenant les bêtises, il faut bosser, il faut se retrousser les manches, la vie a besoin de vous ». Dans la communication d'Emmanuel Macron, notamment pendant les 2 premières années, au fond avant la crise des Gilets jaunes, on va voir régulièrement ces fameuses petites phrases qu'Emmanuel Macron théorise. Il s'agit pour lui, avec un certain nombre de mots, de formules un peu provocatrices,
de montrer, de camper son personnage de celui qui bouscule nos habitudes. Nous serions, nous, les Français, un peuple plein de qualités, mais qui se serait endormi. On se serait reposé sur nos lauriers, ceux de l'État-providence généreux de l'après-deuxième guerre mondiale. Et il s'agit pour Emmanuel Macron de nous secouer, de nous réveiller, de nous montrer que la mondialisation est là. Et pour ce faire, il s'agit régulièrement de nous réveiller à coups de petites phrases provocatrices, dont certaines, malheureusement pour le chef de l'État, se sont retournés contre lui et ont structurellement installé un personnage. Emmanuel Macron fait partie de ces personnalités politiques pour lesquelles il est très difficile d'échapper à un certain nombre de petites phrases qu'il a prononcées. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. C'est un impact très important. On peut dire même d'une certaine manière que la crise des Gilets jaunes, elle démarre peut-être ce jour-là. Il y a deux éléments qui ont à la fois marqué et aussi, je crois, beaucoup choqué une partie de l'opinion. Les deux éléments, c'est que le chef de l'État, devant des caméras, ait pu faire la leçon à un jeune, donc le mettre dans une situation qui était un peu humiliante pour lui. C'est-à-dire devant toutes les caméras, devant les yeux de tous les Français, expliquer à ce jeune que s'il n'a pas de boulot, c'est aussi parce qu'il n'a pas essayé de trouver du travail. Puis il y a un deuxième élément qui a choqué, qui était le contenu, c'est-à-dire comme si pour les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi, qui sont au chômage, il suffirait au fond de traverser la rue, il suffirait de prendre son destin en main, d'empoigner son destin pour trouver du travail. Et donc ce sont ces deux éléments qui vont particulièrement choquer. Et au moment où Emmanuel Macron prononce cette phrase, l'image d'un Emmanuel Macron qui a une forme de manque d'humilité, qui regarde une partie de la société française trop de haut, qui regarde la société française pour certains avec trop d'arrogance, eh bien cette image, elle est déjà très installée dans l'opinion publique. Et évidemment, ces mots que le chef de l'État prononce ce jour-là vont finir pour une partie de l'opinion publique d'installer durablement l'image d'un Emmanuel Macron qui ne peut pas comprendre une partie de son pays, qui ne peut pas comprendre ce que vivent les Français au quotidien, parce que pour lui, la vie a été facile. Il a réussi tout dans sa vie, jeune. Il a eu accès aux fonctions les plus éminentes. Il a pu accéder aux sphères du pouvoir, aux sphères de l'économie, très rapidement dans sa vie, une trajectoire fulgurante. Et c'est comme si cette trajectoire fulgurante, ce jour-là, nous montrait qu'elle ne peut pas comprendre les Français qui ont une autre trajectoire que lui. I don't like what you did in front of me. Go outside, please. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke. Nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city. I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me. I can tell you, okay? So everybody respects the rules. Il est certain qu'Emmanuel Macron a toujours voulu inscrire ses pas dans ceux de grands personnages historiques. Il a un rapport à l'histoire très important. Et ce jour-là, ce qui est tout à fait extraordinaire dans la séquence, c'est qu'Emmanuel Macron va, par le fait d'une visite à l'église Sainte-Anne à Jérusalem, eh bien, il va presque imiter Jacques Chirac, comme par une sorte de mimétisme qui vient sur lui et qui l'amène à utiliser à la fois la même posture que Jacques Chirac. Il faudrait laisser le président de la République aller là où il le souhaite, à Jérusalem, ce jour-là, à l'intérieur de l'église Sainte-Anne. Mais surtout, ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette séquence, c'est qu'Emmanuel Macron, qui maîtrise plutôt bien la langue anglaise, va se mettre à parler en anglais avec un accent que l'on caractérise très souvent comme étant l'accent français typique d'un Français qui parle anglais, et d'une certaine manière, de ce fait, va se situer dans cette tradition et va susciter chez nous une sorte d'effet de miroir ou d'effet du passé. On a le sentiment qu'on réécoute Jacques Chirac ce jour-là. Ça n'est pas la seule fois qu'Emmanuel Macron a donné ce sentiment de vouloir, par un certain nombre de gestes, de postures, ressusciter ou inscrire ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. Lors d'une allocution, Emmanuel Macron, certains observateurs avaient observé qu'il frottait ses mains l'une contre l'autre à la François Mitterrand. Eh bien, ce jour-là, on a Emmanuel Macron qui parle anglais presque à la Chirac.
Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon d'ailleurs nous n'aurions jamais écrit le récit de ces miracles. Il prend d'abord du jambon, du fromage, mais il a en lui cette capacité à réinventer une histoire unique. Je crois qu'on a ça. Cette séquence se situe pendant le confinement, le premier confinement, presque à la fin du premier confinement. Emmanuel Macron dialogue avec les milieux de la culture, on va dire, des arts et de la culture. Et Emmanuel Macron est en compagnie ce jour-là du ministre de la Culture de l'époque, Franck Riester, qui est assis à sa droite. Et ce que cette séquence nous montre, c'est un Emmanuel Macron qui sort de son personnage de président de la République, comme si l'intellectuel qu'il est ou qu'il veut être, l'homme de culture qu'il est et qu'il veut montrer qu'il est, eh bien prenait le dessus pratiquement sur son rôle de président. Il est en bras de chemise, mais il a tombé la veste, mais contrairement à beaucoup de situations où il reste les boutons de manchette boutonnés, eh bien Emmanuel Macron a relevé ses manches. Il a les cheveux relativement ébouriffés, il se passe régulièrement les mains dans ses cheveux, il a de grands gestes avec ses mains et ses bras, et c'est comme si Emmanuel Macron, ce jour-là, voulait passer comme message, eh bien que la culture, les choses qui touchent aux arts, à la culture, au théâtre, au cinéma, au musée, eh bien ça fait réfléchir, on passe ses mains dans ses cheveux, tout est compliqué, et surtout Emmanuel Macron ce jour-là, effectivement, a les idées relativement confuses. C'est ce jour-là qu'il va prononcer cette fameuse phrase « Il faut savoir enfourcher le tigre », expliquant que lorsque Robinson Crusoe veut survivre, eh bien la première chose qu'il fait, c'est d'aller à la cave chercher du jambon et du fromage. Et donc on a effectivement une séquence absolument curieuse. Et ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans cette séquence, c'est peut-être pas tant le président de la République que le ministre de la Culture, qui est assis à sa droite et qui, par un jeu de regard, nous renvoie son étonnement de voir le chef de l'État dans cette posture. Et l'une des séquences les plus intéressantes, c'est le moment où le ministre de la Culture va croiser les bras. En particulier, lorsque le président de la République va raconter cette histoire d'enfourcher le tigre de Robinson Crusoe, le ministre de la Culture va croiser les bras. Et vous savez qu'en termes de communication, croiser les bras, c'est toujours un geste extrêmement intéressant. Ça montre à la fois une prise de recul qu'on veut indiquer, peut-être une légère désapprobation aussi, donc une séquence qui est extrêmement intéressante sur la myriade des facettes d'Emmanuel Macron, un personnage qui décidément ne se laisse pas ranger dans une seule boîte. On voit un Emmanuel Macron qui eh bien incarne ou veut incarner cette posture du chef de guerre. Ces communicants, à ce moment-là, vont d'ailleurs expliquer qu'Emmanuel Macron serait à l'image de Clémenceau dans les tranchées, c'est-à-dire celui qui est au milieu de la première ligne. Les fameux premiers de corvée, ce jour-là, pour essayer de gommer l'image du président qui soutient les premiers de cordée. Là, on est sur les premiers de corvée, ceux qui vont monter au front pratiquement baïonnette au fusil pour défendre la France et notamment pour se battre contre ce virus. Cette posture de guerre a été moins évoquée par la suite par le chef de l'État parce que puis la crise s'est développée et puis la gestion du côté proprement sanitaire de la coordination de l'action de l'État s'est imposée à lui et au Premier ministre. Et puis cette stratégie, elle assume aussi la part de risque et d'erreur. Et je le dis parce que ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Ce qui est intéressant dans ce moment, c'est que cette phrase où Emmanuel Macron dit qu'il a souvent le sentiment d'être à la tête d'un pays de 66 millions de procureurs, elle a été prononcée à l'issue d'un discours qui était adressé essentiellement aux universitaires, aux chercheurs, aux spécialistes de l'intelligence artificielle sur le plateau de Saclay. Emmanuel Macron, quelques secondes avant, va faire l'éloge en parlant des chercheurs et en parlant de l'innovation, de la technologie, il va faire l'éloge du droit de se tromper,
que la recherche scientifique, que l'innovation, la technologie, c'est faire des erreurs à un moment donné, repartir de l'avant, apprendre de ses erreurs et continuer son chemin. Une véritable métaphore pour lui de son propre parcours de président de la République. Et ce qu'il nous dit en disant qu'il a le sentiment des fois d'être à la tête d'un pays de 66 millions de procureurs, c'est bien moi aussi, je suis comme tout le monde et comme les innovateurs, les vrais innovateurs, ce sont ceux qui savent rebondir à partir de leurs erreurs, alors qu'en face, il y aurait 66 millions de donneurs de leçons, de procureurs qui traqueraient les erreurs du chef de l'État en permanence. Emmanuel Macron est président de la République, il entame sa 4e année de mandat de président de la République. Et la question, le fait qu'on se pose encore la question qui est exactement Emmanuel Macron, est en soi-même une réponse. C'est sans aucun doute qu'Emmanuel Macron a voulu nous présenter différentes facettes de lui-même, a voulu incarner différentes postures. Sans doute que son très jeune âge, lorsqu'il a été élu président de la République, à même pas l'âge de 40 ans, avec une expérience politique qui était une expérience politique essentiellement dans les sphères du pouvoir, de la très haute administration ou du palais de l'Élysée, Emmanuel Macron n'est pas passé par les rites initiatiques de la politique, c'est-à-dire les élections et les élections notamment pour des mandats locaux qui permettent de se durcir le cuir, qui permettent à beaucoup de personnalités politiques, par des échecs aussi, se faire battre aux élections, de découvrir exactement qui ils sont et de construire progressivement leur personnage. Donc c'est sans doute aussi le fait que la trajectoire d'Emmanuel Macron ait été si fulgurante qui a conduit à cette situation d'un Emmanuel Macron qui peut-être a une vision très claire de là où il veut aller sur le domaine social, économique, mais qui sans doute au moment où il a été élu président de la République n'était pas passé par tous ces rites initiatiques de la vie politique que sont notamment les mandats locaux.